Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jean-Baptiste de Châtillon, le nouveau directeur général de la Fondation des apprentis d'Auteuil, fondation catholique de protection de l'enfance. Il nous dira comment il veut créer plus de ponts entre les entreprises et la jeunesse. Dans notre débat, on va se projeter vers la saison des festivals. Comment décarboner ces événements, comment produire des spectacles et des tournées autrement. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Aoum pour Arrêtons l'usage unique maintenant. Système de nettoyage instantané des verres. 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Baptiste de Châtillon. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le nouveau directeur général de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Vous avez fait partie des cadres dirigeants de 2 grands groupes, PSA et Sanofi. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre les apprentis d'Auteuil? C'était en juillet dernier, je crois. C'est pour une raison assez simple, c'est que l'on m'a appelé à prendre cette fonction et de discerner si je pouvais aider cette fondation qui accompagne 40 000 jeunes en France, avec 8 500 salariés et qui accompagne aussi 9 000 familles sur à peu près tout le territoire français. Et moi, la cause des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et lorsqu'on m'a fait cette proposition, je n'ai pas hésité et j'ai été rejoindre la Fondation. Ouais. Vous avez commencé par un tour de France parce que les apprentis d'Auteuil ne sont pas seulement à Paris. C'est combien de sites, tiens d'ailleurs? 400 sites répartis un peu sur tout le territoire, un département sur 2 et tous les départements d'outre-mer. Donc je serai par exemple le mois prochain à Mayotte. Et alors, qu'est-ce que vous avez retiré comme leçon? Je comprends bien la démarche, on arrive dans un nouvel environnement, on veut déjà comprendre, connaître. Donc ce Tour de France qui est en cours, qu'est-ce qui vous a appris? La leçon principale, s'il y en a une. S'il y en a une, c'est que la cause des jeunes est une cause extraordinaire. C'est la plus importante. Et comme les jeunes ne votent pas, on les oublie souvent. Ce que j'ai découvert, c'est que l'on pouvait changer le cours d'une vie d'un jeune, en général très cabossé, qui a eu des accidents de vie terribles, qui est grand décrocheur scolaire, qui n'est ni en formation, ni en situation d'emploi. Eh bien, en portant un regard sur lui de bienveillance, d'amour, en lui rendant confiance, on peut l'aider à se redresser, à être debout et à s'insérer dans la société d'une façon incroyable. Vraiment changer sa vie, c'est un impact extrêmement émouvant. On va parler évidemment de la RSE, notamment du S, de l'aspect social et sociétal des apprentis d'Auteuil, du rôle que les entreprises peuvent jouer, des ponts que vous pouvez créer avec les entreprises. Mais ces jeunes, vous les accompagnez pendant combien de temps? C'est quel type d'accompagnement? Ce sont des écoles? Pour bien comprendre ce que vous proposez. C'est très variable, oui. Merci Thomas. C'est sur les 40 000 jeunes que je mentionnais, un tiers vient de la protection de l'enfance, c'est-à-dire en général un juge a prononcé un jugement pour que nous les accompagnions, très souvent confiés dans des internats. Un tiers sont dans des écoles, nous avons une 60aine d'écoles en France, et un tiers, c'est des jeunes qui sont en insertion professionnelle avec nos équipes spécialisées en insertion professionnelle. Et donc vous les accompagnez pendant c'est variable, ça dépend de l'âge auquel ils rentrent aux apprentis d'Auteuil, c'est ça? Exactement, ça peut être un bébé qui est rentré avec nous et qui va se développer, grandir dans la fondation, et d'autres qui vont venir pour une formation ponctuelle de quelques mois dans un programme d'insertion professionnelle. Et donc avec votre volonté, mettre l'accent sur le S de RSE, c'est ce que vous aviez en tête en arrivant, et avec quel principe? Qu'est-ce que vous voulez faire? La proposition d'Apprentis d'Auteuil est assez unique vers les entreprises. D'abord, une longue histoire, et l'insertion a toujours été dans l'histoire d'Apprentis d'Auteuil, depuis maintenant 159 ans. Et la proposition est la suivante. Effectivement, beaucoup d'initiatives, et je l'ai vu dans mes entreprises où j'ai travaillé, sur l'écologie ont pris forme. Mais le S est difficile à saisir. Nous allons vers les entreprises avec des propositions extrêmement concrètes. C'est de pouvoir associer l'entreprise avec ces jeunes en recherche d'emploi, en recherche d'apprentissage, en recherche de stage, et de les intégrer en fonction de leurs besoins. Et les besoins sont multiples. Ça peut être des dispositifs où nous formons des jeunes sur un métier en tension.
nous avons des très beaux exemples d'entreprises qui ont besoin d'un métier de maintenance très spécifique. Eh bien, nous montons une formation avec eux, spécifique, pour que ces jeunes puissent venir combler un besoin pour l'entreprise. Mais nous faisons aussi de l'engagement des employés. Une entreprise que j'ai en tête nous sollicite parce que nous faisons un challenge connecté avec eux. Et donc tous les employés sont en lien avec une application sur leur téléphone, avec ce qui se passe à Apprentis d'Auteuil. Les employés peuvent participer sur nos sites à des actions solidaires et chaque pas qu'ils font avec leur téléphone dans la poche, eh bien, l'entreprise va abonder 1 cent pour financer les actions d'Apprentis d'Auteuil auprès des jeunes. Ça crée un engagement incroyable auprès des équipes. Mais ça n'existait pas, ou alors c'était embryonnaire, c'était insuffisamment développé auparavant ? C'est quelque chose qui s'accélère aujourd'hui. Pour une part, les entreprises étaient encore assez peu sensibles au S de RSE. Aujourd'hui, tout ce qui est derrière ce S monte en puissance dans les entreprises. Et la Fondation Apprentis d'Auteuil apporte vraiment des solutions très structurées. Ce n'est pas toujours facile, lorsque vous voulez traiter le S et que vous êtes une entreprise, de trouver des interlocuteurs qui peuvent, dans le temps, être fiables et venir vous proposer une solution un petit peu clé en main, mais que vous pouvez aussi définir avec eux. Oui, alors c'est ça que je trouve intéressant, parce que vous appelez les entreprises à venir co-construire notamment des programmes de formation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou un exemple ? On a une entreprise de matériel de terrassement très importante en France, mais qui ne trouvait plus de spécialistes de maintenance pour ce type de matériel. On a monté une formation spécifique. Nous avons, dans le cadre de la grande vague d'installation de fibre optique, monté une filière spécifique pour pouvoir former des poseurs de fibre optique. Dans ce cas-là, vous croisez vos expertises, c'est ça ? Oui. Celle de l'entreprise et celle des Apprentis d'Auteuil ? Exactement, parce que nous avons des plateaux techniques que nous adaptons en accord avec l'entreprise pour que la formation soit directement applicable dans l'entreprise. Est-ce que, d'une certaine façon, vous aidez, parce qu'on parle de métiers en tension, de difficultés à recruter, à trouver les talents, les profils qui vont matcher. Vous aidez les entreprises à faire ça ? Parce que vous les connaissez, les jeunes qui sont dans vos écoles, dans vos internats. Oui, et c'est un public bien spécifique, qui est souvent en grande difficulté. Bien sûr. Ce qui permet à ces entreprises de vivre la double dimension, de satisfaire un besoin business, mais en même temps de faire vivre le S de RSE. Oui, on co-construit, et ça peut être sur des filières techniques, ça peut être aussi sur des métiers en tension comme l'hôtellerie. Nous avons plusieurs écoles hôtelières en France, dont une magnifique à Paris, et ces écoles hôtelières viennent aussi à l'intérieur de tout ce qui fait les métiers de l'hôtellerie, sur les métiers particulièrement en tension. Et du côté des jeunes, est-ce qu'il y a des métiers qu'ils s'interdisent ? Je ne sais pas comment poser cette question-là, mais vous voyez, quand les parcours sont cabossés, des fois on se dit « ça, c'est pas pour moi ». Et est-ce que vous réussissez à sortir de cette spirale négative ? C'est vraiment une belle question, parce qu'elle est au cœur du projet éducatif d'Apprentis d'Auteuil, c'est de rendre confiance à ces jeunes. Ils pensent qu'ils ont perdu toute possibilité d'agir sur leur vie. Eh bien, nous leur redonnons confiance, on leur donne la fierté d'un métier, et cette fierté les amène, on ne sait pas où, jusqu'où, parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils peuvent aller très très loin, et nous avons des exemples de jeunes qui sont passés dans notre école hôtelière et qui sont devenus des chefs connus. Nous avons des exemples de jeunes qui sont passés en menuiserie, qui sont devenus ébénistes. Donc c'est vraiment un démarrage pour eux, et ça apporte à l'entreprise des personnes dont ils savent qu'ils vont pouvoir avoir un savoir-être. Parce que c'est une chose d'avoir un savoir technique, mais nous équipons aussi ces jeunes sur les attentes de l'entreprise. Et ce n'est pas toujours évident aujourd'hui, surtout lorsque l'on est un petit peu laissé pour compte de notre société. Donc être à l'heure
à un job, se présenter prêt à travailler, être capable de gérer un client, eh bien, c'est ce que nous préparons aussi avec ces jeunes. Et je vous posais cette question parce qu'il y a en ce moment tout un débat sur l'aide sociale à l'enfance, sur la grande misère de l'aide sociale à l'enfance de ce service public, et avec une statistique qui, moi, m'effraie, c'est que si on prend des personnes sans domicile fixe en France, il y en a 1 sur 2 qui est passée par l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a une espèce de... Voilà, on est cantonné à un destin cabossé. Vous réussissez à casser cette spirale ? C'est extrêmement important et c'est pour ça que nous sommes là à Apprentis d'Auteuil et avec des particularités qui font la différence. L'exemple que vous citez, qui est absolument dramatique, des jeunes sont parfois accompagnés jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Et ça s'arrête. Ouais. Dans nos statuts à la Fondation Apprentis d'Auteuil, la fidélité est inscrite et nous restons aux côtés de ces jeunes au-delà de leurs 18 ans, parfois au-delà de leurs 21 ans, avec une assistance à l'insertion professionnelle et au logement, même lorsqu'elle est financée indépendamment de l'aide publique, parce que nous avons la chance d'avoir des donateurs. En fait, si nous sommes capables de changer le sort de ces jeunes pour qu'ils puissent être heureux dans leur vie, eh bien, c'est grâce à tous les donateurs qui aident Apprentis d'Auteuil dans sa mission. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Châtillon et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Merci, comment produire des spectacles et des festivals autrement ? Comment décarboner les spectacles, les festivals, c'est le thème de notre débat. Je vous présente mes invités tout de suite. Philippe Barre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Climax Festival, fondateur de Darwin aussi, l'écosystème de l'ancienne caserne Niel à Bordeaux. Et Gaël Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Allez, on présente pour démarrer. C'est quoi ce Climax ou Climax Festival ? Eh bien, c'est un festival qui existe depuis 2015 maintenant. Donc, on est parti il y a maintenant 10 ans pour essayer de réveiller un petit peu plus les consciences, faire en sorte que la joie, la convivialité soit au cœur de la transformation. On pense que l'art de vivre, la culture sont les ferments du changement, même s'il est important d'être lucide et de parler de la réalité du monde. Si on peut le faire en donnant aussi du plaisir et en enthousiasmant les gens, c'est important, parce qu'on les emportera pas que en les stigmatisant, en les montrant du doigt. On est 100% d'accord, c'est un des enjeux majeurs dont on parle souvent ici, l'acceptabilité et la capacité à emporter les foules d'une certaine façon. Vous mêlez artistes et activistes, si je simplifie ? Artistes, activistes, scientifiques, même aussi politiques, des philosophes, des sociologues. Il y a vraiment des profils très différents qui se croisent. Il y a autant de conférences que de musique, que d'expositions, aussi du ride, parce qu'on est un lieu où on fait du skate, du BMX, du roller. Donc, j'ai visité plusieurs fois Darwin, j'y suis allé, c'est vraiment un endroit donc il y a aussi des riders qui viennent pendant ce festival-là, et c'est un joyeux mélange. Et on arrive, je pense, les Anglais parlent d'empowerment. Voilà, c'est de donner vraiment le pouvoir de changer les choses aux gens par un sentiment aussi du collectif. Voilà. Et la musique, l'art, avec toutes les conférences qu'il y a, cette alchimie fonctionne bien depuis 10 ans. Ouais. Vous vous définissez, Gaël Faure, comme un chanteur artisan. Pourquoi ce terme ? Oui, parce qu'il fallait en donner un. Non, mais c'est parce que moi, je suis fils de paysan ardéchois. Je viens de là, j'ai été vraiment pétri de terre, de tout ça. Donc, dans ce système qui, moi, m'a un peu épuisé, qui était beaucoup trop usinier, justement. Et c'est pour ça que j'ai fait l'industrie musicale, on va dire. L'industrie musicale, voilà. Déjà, ça me convenait pas, mais j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça, parce que j'ai commencé assez jeune. Et je mets beaucoup de temps finalement à faire mes chansons, à réfléchir pourquoi je le fais. Je me questionne beaucoup sur pourquoi en fait je fais ce métier encore aujourd'hui. Alors j'ai l'impression de me vivre un peu en artisan, c'est vrai, assez souvent. Donc et puis j'ai pas envie d'être juste, je crois,
un énième chanteur comme ça qui prendrait la parole. J'aime bien préciser un peu les choses, et c'est pour ça que j'ai fait ce pas de côté avec ce spectacle notamment. Effectivement, dont on va voir un extrait, puis surtout le témoignage d'un spectateur. On verra ça tout à l'heure. Le bruit du blé, c'est le titre de ce spectacle. Vous êtes passé effectivement par la Nouvelle Star, c'était il y a une vingtaine d'années. Vous dites, bon ok, je sors de la machine de l'industrie. C'était il y a une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, hein. ça pique. Hein. Et encore, c'est un gamin, et moi je dis ça pique. Bon bref. Et donc vous dites, je sors de l'industrie musicale. Ok, sauf que comment on fait un spectacle qui est quand même rentable, comment on gagne sa vie en sortant de cette mécanique-là? C'est un défi compliqué. Parce que déjà ça fait 20 ans dans cette émission, et c'est vrai que c'est vraiment derrière moi. J'étais un enfant, et puis je suis juste simplement revenu à des choses que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je me suis réquestionné sur pourquoi je faisais ce métier encore, et surtout mon utilité dans ce métier. Parce que voilà, du haut de mes 37 ans, je vois aussi beaucoup d'artistes qui veulent juste simplement être un peu connus, être des artistes et remplir des salles, et c'est très bien, chacun son parcours. Mais c'est vrai que moi, je commençais à être triste. En fait, j'avais plus trop de joie. J'étais plus assez nourri finalement par ce que je faisais. J'ai habité à Paris à l'époque, bon, j'en reviens aujourd'hui, mais je veux dire, j'étais un peu dans une belle dépression, je crois, au bout d'un moment, à me rendre compte que les grosses maisons de disques et tout ça, c'était pas moi. Et c'est pour ça que j'aime le côté un peu artisan, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus on est plus proche des gens. Moi, j'avais surtout vraiment ce besoin-là, besoin de sortir aussi des salles de spectacle pour voir les gens, pour connecter avec eux, et surtout le spectacle vivant dans le vivant, quoi. C'est tout simplement ça. La boîte noire me fatigue, je me nourris plus, donc c'est un peu un pari aussi, hein, mais oui, j'en vis mieux à tout niveau, quoi. C'est vraiment ça. Mais après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, parce qu'il faut aller chercher évidemment les financements, parce que c'est vraiment un truc un peu de travers. Donc c'est moi qui appelle les agriculteurs, les maraîchers, les vignerons. Parce que vos spectacles, vous les faites sur leurs exploitations. Exactement, hein, exactement. Et bon, mon père étant agriculteur, je l'ai vu devoir arrêter la ferme parce que crise du lait en 2003, grosse sécheresse en 2003, il faisait 15 tonnes de framboises, on n'avait plus de... Enfin, les framboisiers avaient été grillés sur plan à l'époque. Je connais la difficulté agricole, et j'ai envie de donner ma voix dans un endroit où ça a du sens, en fait. Parce que finalement, chanter, on a un impact, on doit avoir un impact. On devrait, selon moi, avoir un message à faire passer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est assez creux, ce qui se passe. Donc, je voudrais qu'on... Sans vouloir... Non, mais j'entends l'argument. Je voudrais qu'on parle de l'impact carbone de ce métier des festivals. On a trouvé, c'est le Shift Project qui donne ce chiffre, l'impact carbone d'un festival de grande taille. Sur 4 jours, ils ont pris l'exemple des Vieilles Charrues. C'est plus de 15 000 tonnes d'équivalent CO2. Comment on crée un... Alors là, on peut parler de Climax, mais on peut parler de Darwin aussi, du lieu, quoi. Comment on crée finalement une économie différente ? Alors déjà, c'est partir du principe qu'on doit, même s'il y a des... on sait que dans le festival, l'élément carbone le plus important, c'est les déplacements des spectateurs. Les déplacements des spectateurs, des festivaliers, des gens qui viennent. Pour autant, c'est pas pour cette raison-là qu'on doit rien faire sur les petites choses. C'est l'accumulation de tous les curseurs qui fait qu'on va être à la fois performant, mais surtout qu'on va être cohérent vis-à-vis des festivaliers. Donc l'alimentation, la gestion des déchets, le sourcing de l'énergie, etc. On recycle nous, aux toilettes, on est VG 100% bio pendant le festival, on est 100% bio toute l'année à Darwin, mais on est 100% VG pendant le festival. On essaye aussi de démontrer des choses à ce niveau-là. Et puis le fait de le faire en ville, eh bien, on a beaucoup moins de déplacements que si on le faisait loin des gens. Parce que Darwin, c'est dans Bordeaux, c'est une ancienne caserne. On est au cœur de Bordeaux, dans une vieille caserne. Les gens viennent majoritairement en transport doux, à vélo, à pied, en transport en commun. Donc déjà, ça réduit considérablement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est ravis que Gaël vienne aussi en ville, même si principalement il est à la campagne. Mais c'est important aussi de venir parler à la masse, à cette masse qui sont dans les villes. Il sera aussi au Consulat Voltaire en mai dans le 11e à Paris. On est ravis de l'accueillir à Darwin pour Climax, parce qu'on a besoin de piqûres de rappel régulières.
où collectivement, on va communier, même si ça fait un peu religieux, mais au sens de la spiritualité de la transformation. C'est Hubert Reeves qui a été le parrain du premier climax, qui disait il faut célébrer la vie. Et on a besoin de se retrouver en communion pour ça. Ouais, avec ce spectacle qui s'appelle donc Le bruit du blé, que vous proposez depuis 2019, inspiré de l'œuvre de Jean Giono. Vous partagez la scène avec le comédien et danseur Nicolas Martel. On va voir alors quelques secondes où on vous voit chanter. Et puis surtout, et c'est vous qui nous avez dit, tiens, regardez ça, parce qu'il y a un témoignage de spectateurs qui est assez marquant. Regardez. Des lumières dansent et vacillent au loin. Et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville. À la fois le texte et sa voix et son accompagnement musical m'ont beaucoup touché. Et en plus, ce qui a été magique, c'est que je crois qu'il m'a reconnecté, sans que j'en ai vraiment conscience, à des racines profondes. Dans le sens où mon père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Moi, c'est un milieu que je ne connais pas. Et ça m'a vraiment pris aux tripes. Voilà. Alors, ce qu'on ne voit pas là, mais il faut aller retrouver le film, mais vous êtes effectivement en pleine exploitation, il y a des grandes tables, c'est-à-dire qu'il y a le spectacle, ensuite on dîne ensemble, enfin, c'est ça le bruit du blé, quoi. Oui, c'est ça, merci de le dire, parce que c'est ça la démarche, de ne pas faire juste un spectacle, mais en fait, toute la journée, la dimension de la journée, c'est déjà le spectacle, en fait. C'est le côté immersif pour les gens aussi, moi, ce qui me fatigue souvent, en tout cas en ville, dans les grandes villes, c'est ça sort du métro, et puis ça arrive dans un spectacle, on ne s'est pas préparé, et puis on rentre chez soi, et puis voilà. Mais là, on va chercher des mots. En plus, Jean Giono est vraiment, pour moi, un des plus grands auteurs de. Voilà, bon, bref, peu importe. J'aime tellement, je suis amoureux de cet homme, de ce qu'il a écrit. Et je pense qu'il est important, en effet, de traverser dans la sensation, en fait, les choses et d'être sur une. J'aime pas le mot exploitation, mais sur une ferme. Voilà, vraiment au cœur de ça, en écoutant aussi le fermier parler, parce qu'on lui donne la place. Moi, c'est vraiment rendre l'honneur aussi à ces gens qui travaillent, qui œuvrent à la force de leurs bras et de leur cœur tous les jours, qui se battent contre une industrie qui est absolument violente, et célébrer. C'est vraiment ça l'important. Je me suis dit, moi j'ai jamais fait encore mon spectacle chez mes parents, mais je me suis dit j'ai besoin d'aller vers les gens et non pas que ce soit les gens qui vont vers nous. Pour une fois, on va chez eux. C'est pour ça que la jauge, on a 150, 200 personnes. Ouais. Et c'est déjà bien suffisant. Parce que c'est un spectacle de l'ordre de l'écoute active. On n'a pas besoin de... Si on est trop, en fait, ça fonctionnera presque pas. Parce que, voilà, on est forcément gêné par quelque chose ou quoi. Et là, c'est la réunification de quelque chose, une communion, justement, pour retrouver du sens, en fait, et du calme. Avec des mots qui portent, qui ont un vrai message, une émotion. C'est pour ça que j'aime bien aussi, je l'appelle le spectacle permaculturel, puisqu'il lie la musique, les textes et aussi le corps. Parce qu'on ne peut pas parler du monde paysan sans parler du corps physique. Et il y a une révinification à la fin, une célébration avec un dîner. Et là, on est carrément... Là c'était en Bretagne, on était chez les producteurs, des maraîchers. Il y avait une grande table et un banquet. Oui, ça donne envie d'aller s'asseoir et de partager le dîner après le spectacle. C'est simple, mais c'est très important parce que je pense que les gens qui sont venus voir ce spectacle ne l'oublieront pas forcément parce que c'est pas que le spectacle. C'est ça qui est... Merci beaucoup, elles ont filé vite les 12 minutes. Les dates du prochain climax, c'est quand ? Du 11 au 14 septembre. Et un message, on en parlait juste avant de rentrer sur le plateau, lisez Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Mais notamment, oui, bien sûr, évidemment. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci à vous. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Clément Houillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'AUM, je ne sais pas comment vous prononcez, A2UM, créé en 2019 avec Maxime Prieto, Thomas Munoz, Mathieu Bourris. Et quelle idée? C'est quoi AUM? Alors AUM, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Donc on vient s'attaquer vraiment au gobelet jetable notamment, mais plus globalement à tout ce qu'on consomme, tous les déchets qu'on consomme. Et donc on est parti de la technologie de vapeur sèche, donc une technologie de nettoyage. C'était un peu notre constat aussi, au-delà de notre consommation très importante de déchets. C'est-à-dire il n'y a pas réellement d'acteur du nettoyage qui nous fait rêver et qui va permettre la réutilisation de manière très simple, très ludique, parce que finalement
consommer un gobelet jetable, c'est hygiénique, c'est assez simple, et puis on jette. Et quand, à contrario, on veut boire un café et qu'il faut aller nettoyer son mug aux toilettes ou à la main, c'est toujours un peu plus contraignant. Donc là, c'est un système de nettoyage, c'est ça, qui consomme pas d'eau, si je comprends bien. Donc c'est une machine qui est assez design, qui permet de nettoyer en une vingtaine de secondes un contenant, donc un verre, avec seulement 10 centilitres d'eau. Donc on vient le nettoyer, le désinfecter, puisque la vapeur sèche est une vapeur à 136 degrés, donc on vient vraiment tuer toutes les bactéries. Ensuite on vient sécher le verre. Donc on vient se positionner dans beaucoup de lieux, notamment de lieux dans les entreprises où on consomme encore beaucoup de gobelets jetables. Et l'objectif, c'est de rendre le collaborateur autonome. Donc on pose son verre et 20 secondes plus tard, on le récupère et il est propre et désinfecté. Ça a demandé pas mal de recherche et développement, j'imagine. On a fait 3 ans de R&D avant de commercialiser le produit. Donc en effet, ça a été beaucoup de travail, aussi d'industrialisation, donc développer la technologie, puis développer le produit, industrialiser et puis produire, puisqu'on a aussi fait le choix d'avoir un centre de production chez nous. Donc on produit à Châtillon avec nos équipes de montage. Donc on prône aussi la réindustrialisation française. Vous dites que c'est une révolution technologique du nettoyage. Je comprends bien pourquoi. Si on compare avec d'autres systèmes, il y a des gains en eau, en électricité par exemple. Donc en effet, il y a un point qui est très important, le verre est unique, c'est-à-dire que pour nous, pour changer le secteur du nettoyage et se différencier d'un lave-vaisselle par exemple, il faut standardiser le contenant. Donc nous, on a fait le choix de nettoyer un verre, mais de le nettoyer à la perfection, et donc de consommer beaucoup moins d'eau qu'un lave-vaisselle, qu'un nettoyage à la main. Donc on utilise 10 centilitres, quand un nettoyage à la main, on est plutôt sur 2 litres d'eau pour nettoyer un verre, et c'est 4 watts par cycle, quand un lave-vaisselle va plutôt être sur 900 watts. Donc après, évidemment, on met plus qu'un verre dans un lave-vaisselle, mais on estime qu'on est 6 fois moins énergivore qu'un lave-vaisselle sur un périmètre constant. Vous avez déposé des brevets aussi ? Oui, donc 3 brevets qui ont été déposés. Et donc quand on parle d'innovation technologique, en effet, on envoie de la vapeur sèche à 136 degrés sur un verre. Il faut vraiment, on est sur plusieurs fluides, puisqu'il y a aussi de l'air, il y a aussi un petit peu d'eau. C'est assez complexe, donc il y a beaucoup de simulations derrière numériques, et il y a beaucoup de métiers qu'on a pu développer côté R&D, qui fait de nous un acteur technologique important, et sur lequel d'ailleurs on veut dupliquer cette technologie pour aller adresser d'autres marchés. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser, notamment par exemple le marché de l'industrie cosmétique. Exactement, c'est un marché qui est intéressant. Juste un chiffre, c'est aujourd'hui les contenants plastiques, c'est 35 kilos par Français par an en moyenne, donc on consomme encore beaucoup de plastique, et donc on veut utiliser cette technologie. On est aussi accompagné par France Relance 2030 avec le programme IDEMO pour continuer de venir travailler sur cette R&D, cette technologie-là. Et donc le marché de la cosmétique, l'objectif, c'est comment on vient sur un lieu de consommation faciliter le réemploi et donc le re-remplissage d'un contenant, shampoing, gel douche, sérum. Donc il y a plein de choses à réaliser. Donc les équipes R&D. Donc j'arriverai avec mon gel douche par exemple, mon shampoing, un flacon, quasi vide, un flacon en verre. On le met dans l'une de vos machines, il est nettoyé et on peut le re-remplir. Nettoyer, désinfecter, et ensuite on vient le re-remplir avec le produit de son choix. Donc l'objectif il y a des enjeux qui sont assez forts, notamment au niveau microbiologique, de nettoyage, de désinfection, le fait de laisser 0 trace d'eau aussi à l'intérieur avant de pouvoir remettre une formule à l'intérieur. Donc technologiquement aussi, il y a pas mal de travail, donc c'est assez intéressant pour les équipes. Merci beaucoup Clément Houillet d'être venu nous présenter votre entreprise Aoum pour Arrêtons l'usage unique maintenant. Merci beaucoup, à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité, à très vite.